On est ensemble sur Sud Radio, nous sommes le lundi 10 mai, et oui, lundi 10 mai, on a évoqué cette date anniversaire avec notre invité Georges-Marc Benamou ce matin, on pourra en redire un mot. Patrick Vignal est là, bonjour, député La République En Marche de l'Hérault, bonjour. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, bonjour. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard, la revue Regard, vous êtes également coordinateur de l'ouvrage Dessine-moi un pangolin paru aux éditions Au Diable Vauvert. Et nous attendons Sophie de Menton. Bonjour Pierre. Nous attendons Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Nouveau week-end de violence envers la police, manifestation de soutien aux policiers qui a été abattu. On en reparlera dans un instant. Là, une nouvelle tribune des militaires appelant à la survie de notre pays. Et puis Éric Dupond-Moretti en campagne contre Marine Le Pen, plus que pour les Hauts-de-France. On en parle avec vous dans un instant. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Coup de cœur, Patrick Vignal, pour un collectif. Oui, je suis coup de cœur pour le collectif Les Triplettes. Ce sont des femmes extraordinaires qui, vous savez, qui ont un cancer triple négatif. Elles ont beaucoup de mal à avoir une chimio qui s'appelle le Trodelvy. Et c'est vrai que j'en appelle à Olivier Véran. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces femmes puissent avoir une expérience de vie prolongée et qu'on investisse sur la recherche. Je peux vous dire, Valérie, que j'ai fait des visios avec elles. Ce sont des femmes extraordinaires et il faut vraiment les soutenir. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir et qu'est-ce qu'elles font exactement? Alors, si vous voulez, en fait, ce Trodelvy, c'est une usine qui est aux États-Unis et la priorité de leurs produits part sur les États-Unis. Certaines de ces femmes font des cagnottes, elles doivent aller en Allemagne pour avoir ce produit. Alors, d'ici décembre, on aura un peu plus de produits, mais ce n'est pas suffisant. Il y a à peu près 600 femmes en France qui attendent. Et donc, on est un grand pays, il faut à tout prix qu'on puisse un petit peu tordre le bras à ce laboratoire, à Gilead, pour qu'ils puissent livrer aussi nos Françaises. Oui. Donc voilà le débat. Les triplettes, donc, à retrouver vraisemblablement sur les réseaux sociaux. Christine Bouillot. Alors, alors je sais pas, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est une façon de préparer les élections, on va dire régionales et surtout départementales aussi. Oui. C'est 300 € pour un président de bureau de vote et 200 € si vous êtes secrétaire. C'est ce que je vois Patrick qui commence à sourire, il doit savoir de quoi je parle. C'est donc la mairie de Perpignan qui propose de payer donc tous ceux qui vont tenir les bureaux de vote parce que semble-t-il ils ne trouvent pas de candidats. Alors la raison officielle, c'est à cause du coronavirus. La mairie a décidé de dédoubler les bureaux de vote pour éviter qu'il y ait trop de monde. Et donc, par conséquent, il faut plus de personnes pour tenir ces bureaux de vote. Et il n'y a pas de clients, soi-disant, qui ont peur d'être contaminés. Et donc, la solution, c'est de les payer. Voilà ce que propose la mairie de Perpignan. Les opposants au maire de Perpignan et à la mairie de Perpignan aujourd'hui disent ça montre bien quand même que finalement la base militante n'est pas à la hauteur et puis surtout ce qui est proposé par les services de l'État, c'est de réunir les bureaux de vote dans un seul et même endroit, de manière à éviter justement de démultiplier les petites mains pour fonctionner. Voilà. Donc, vous pensez quoi? Que c'est bien, pas bien? Ça veut dire quand même quelque chose. Ça dit quelque chose. C'est, enfin à mon sens, c'est est-ce qu'ils ont une base militante suffisante pour finalement tenir des bureaux de vote dans lesquels eux-mêmes dénonçaient la présence, on va dire, de partisans de tel ou tel candidat pour tenir ces bureaux de vote. Donc ça veut dire que peut-être ils ont une base militante pas suffisante aussi. Donc c'est intéressant de regarder de ce côté-là. Payer des gens pour tenir les bureaux de vote, je ne sais pas si la démocratie a besoin de ça aujourd'hui. Voilà, c'est la question que je me pose autour de ces élections. Ça pose aussi la question de la sécurité sanitaire. Est-ce qu'il ne faut pas vacciner correctement tous ceux qui vont... Ils ont le droit, pas être prioritaires dans la liste. Ils le sont, je crois. Je crois qu'ils le sont. Sophie vaccinée. Sophie de Menton. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, elle est assesseur et on lui a dit d'aller se faire vacciner. Alors cela dit, c'est bientôt. Oui. Et donc, ça sera toujours une protection. Oui. Enfin, si elle a le temps. Il y a un mois un mois entre les deux doses de Pfizer. Vous en pensez quoi, vous, Patrick Vignal? Écoutez, franchement, moi je voudrais dire deux choses. Je souhaite que tous les militants de tous les partis tiendront les bureaux de vote, même si cette mairie est tombée au Rassemblement national, tant pis pour nous, on n'avait qu'à être meilleurs. Et puis, franchement, Valérie,
se faire payer pour se faire vacciner, se faire payer pour tenir les élections. Enfin, franchement, ça marche très mal en France en ce moment. Il va falloir remettre du sens parce que là, on marche sur la tête. Oui, enfin, ça veut au-delà de payer, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose de notre démocratie. Ça veut dire quelque chose aussi, comme le disait, je sais plus Sophie ou Christine, du fait que il n'y a pas de militants aujourd'hui. Il n'y a plus personne pour aller dans les bureaux de vote. Pierre Jacquemin. Je ne sais pas si ça nous dit quelque chose de la démocratie, mais ça nous dit sans doute quelque chose des élections et de l'inquiétude qui est encore très présente chez les gens pour se déplacer, y compris pour aller voter. Donc c'est plutôt moi une inquiétude que j'ai de la volonté. Vous pensez que c'est par rapport au Covid plus que par rapport à l'intérêt politique? D'abord, quand on a l'habitude effectivement d'aller dans les bureaux électoraux, dans les bureaux de vote le soir d'élection, on voit bien combien les présidents des bureaux de vote ont souvent du mal à obtenir des gens qui restent jusqu'à parfois tard pour dépouiller et compter le nombre de bulletins. Et voilà, donc c'est jamais évident, effectivement, c'est jamais un exercice très facile, chacun a ses contraintes. Mais moi, ça m'inquiète surtout sur la capacité, effectivement, et le souhait des gens d'aller vraiment voter. Ça risque d'être un sacré échec, ces élections régionales. J'ai peur qu'il y ait très peu de votants, finalement. C'est ce que nous disait Frédéric Dabi, mais qu'on en soit effectivement rendu à devoir payer des électeurs, des assesseurs. Ça vient. C'est un lapsus intéressant. Sophie, un coup de gueule. Oui, absolument, parce que contre la SNCF, les voitures-bars étaient fermées, certes. Nous avons voyagé en train, on a vu que c'était fermé, on a pu comprendre. Mais on est quand même la seule compagnie où vous prenez le train pendant 5 heures, vous n'avez pas un verre d'eau. Vous n'avez même pas, parce que dans ces cas-là, on se débrouille pour installer au moins un distributeur d'eau, pourquoi pas une machine à café, rien. Et on ne sait pas quand elles vont rouvrir. Et je trouve ça inadmissible parce qu'il y avait également moyen de prendre un petit, comme dans les trains italiens, vous avez une petite table roulante avec de l'eau et du café, vous passez. Je veux dire, ça ne fait pas de déplacement, ça ne pose aucun problème, on se déplace comme se déplacent les contrôleurs. Les gens à manger, à boire, etc. Boire, en tout cas, c'est manger déjà, certes, mais boire pendant 5 heures quand vous avez oublié de prendre de l'eau, c'est inadmissible. Vous avez qu'à penser à prendre de l'eau. Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais la SNCF ne pense à rien pour moi. Oui. Et c'est quand même la seule compagnie, au moment où la concurrence arrive. Vous avez vu comme le train... Quand ma maman se déplace, je dis pas que vous avez l'âge de ma maman, mais quand elle se déplace, elle prend sa bouteille d'eau. Mais Sophie, je croyais que les déplacements étaient extrêmement rares jusqu'à une récente période. Oui, jusqu'à avant-hier, on pouvait pas vraiment moi qui l'ai pris pour raison professionnelle, avec un justificatif, vous pourrez regarder que les wagons sont pleins. Normalement plein. Et d'ailleurs, ils sont plutôt plus serrés parce que là, ça a été formidable à la RATP aussi. Pour éviter la contagion, qui évidemment n'a pas lieu dans les métros, on a supprimé des rames. Donc ceux qui s'en servaient étaient beaucoup plus serrés qu'à l'ordinaire. Donc voilà, fait partie des contresens. Un avis, les uns et les autres, oui, je trouve un peu léger votre coup de gueule ce matin. Ça alors Non mais vous n'avez pas pris le train, vous? Non, je suis restée à moins 10. Et c'est la concurrence qui arrive et tout le monde le dit. Moi, je prends un jet privé, vous savez bien, payé par les labos pharmaceutiques. Je sais. Ah, pourquoi les labos? Parce que comme je suis pour la vaccination, certains validants m'accusent de rouler pour les labos. Oui, Sophie, pardon, Christine. Une anecdote sur cette notion de service. J'ai pris l'avion. Désolé, mais Toulouse est un peu loin de Paris. On n'a pas le TGV en 2 heures. Donc, j'ai pris l'avion au moment où au tout début où les bars et restaurants étaient fermés. Et donc, à ce moment-là, la compagnie nationale, puisque c'était la seule qui assurait, ne servait pas de rafraîchissement comme elle en avait l'habitude, sous prétexte que c'était fermé au sol. J'avais trouvé ça savoureux parce qu'on était solidaires quelque part dans les airs de ce qui se passait au sol. Bon, depuis, c'est un tout petit peu changé évidemment, mais ce que je trouvais effectivement la discussion. Après, c'est vrai que la question du ravitaillement à l'intérieur des transports, vous êtes obligé d'assurer vos arrières, j'ai envie de dire. Oui, et Jean Dorido, notre ami Jean Dorido, que vous connaissez bien sur l'antenne de Sud Radio, dit il y a de l'eau minérale en libre accès dans la voiture bar, pour info. Non, c'est pas vrai, je suis allée. Alors il a eu la chance. Je ne dis pas qu'il est tort, je dis qu'il a eu la chance. Pardon de vous faire une confidence personnelle, mais j'ai un grand débat avec
avec mes amis, je ne supporte pas les personnes, les usagers qui mangent, qui boivent de manière assez parfois désagréable on est quand même très proches les uns des autres dans les trains souvent. Bon, ceci étant dit, je pense effectivement, c'est écrit sur le billet quand on achète un billet de train. Boire, c'est quand même... Non, boire c'est différent, mais c'est écrit sur le billet de train. Les wagons-bars... Vous lisez beaucoup le billet de train, moi je dis pas mon billet de train. C'est quand même mieux quand on reçoit la facture, quand ça c'est écrit, les bars ne distribuent pas d'eau et à manger, donc une bouteille d'eau, puis par ailleurs sur 3 heures... Vous avez raison, toutes les compagnies étrangères le font. Les terrasses ouvrent le 19. Alors, oui, allez-y, Patrick. Ah oui, mais il n'y a pas de terrasse dans le train. Chère Sophie, c'est pas une terrasse. Vous serez sur les 220 km de plage exceptionnelle en Occitanie à manger une très belle dorade et un vin rosé en bord de plage. Ça rattrapera votre frustration quand vous prenez le train et que vous n'avez pas le temps de boire de l'eau. Oui, mais il faut y arriver. Et jusque-là, on va mourir de soif. Mais une autre auditrice nous dit prenez une gourde, Sophie, c'est plus écologique. Allez, on se retrouve dans un instant. On est ensemble sur Sud Radio avec vous et nous commentons les sujets qui font l'actualité avec Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, coordinateur de Dessine-moi un pangolin au diable Vauvert. Pierre Jacquemin qu'on va surnommer le pangolin peut-être maintenant. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va revenir évidemment sur les violences envers la police, l'assassinat, le meurtre de ce policier la semaine dernière et puis les nuits de violence qui continuent quand même dans certains endroits en France. Visiblement, il y a une exaspération qui est à son paroxysme aujourd'hui. Comment traiter ce problème? Comment traiter la lutte contre les dealers? On va revenir sur la tribune militaire, la tribune des militaires, une nouvelle tribune des militaires appelant à la survie de notre pays. Alors c'est quand même une tribune qui est pas signée, qui est anonyme, qui doit être publiée dans Valeurs Actuelles, mais qui circule déjà pas mal sur les réseaux sociaux. Et puis Éric Dupond-Moretti en campagne contre Marine Le Pen. Point d'interrogation. Vous pose la question. Et puis AstraZeneca bientôt fini. Si on a le temps, on en parlera. On n'a pas eu le coup. Vous me permettez un coup de gueule, Pierre Jacquemin, avant de vous donner la parole sur ce matin. Alors vous allez me dire c'est parisien, mais je pense que ça peut arriver dans toutes les villes où il y a de la verbalisation, toutes les grandes villes pour non-affichage du ticket horodateur, sur les personnes handicapées à Paris qui aujourd'hui reçoivent des contraventions parce que elles ont une carte, mais que le nouveau système Striteo ne voit pas les cartes. Et donc on dit aux personnes handicapées non, il faut que vous alliez à l'horodateur pour chercher un ticket, ou que vous ayez une application sur votre téléphone portable, ce dont les personnes âgées ne sont pas forcément capables d'avoir ou de faire. Donc je trouve que c'est minable, lamentable, et je me dis est-ce que c'est de la désinvolture, de l'incompétence, du mépris pour les personnes handicapées? En tout cas, c'est un problème qu'il faudrait que la mairie de Paris règle assez vite. C'est le besoin de pognon, oui. Et hier au Bois de Boulogne, il y avait des équipes de 10 policiers, je trouve ça hallucinant, mais 10, hein, vraiment, ça faisait masse, qui mettaient des PV aux gens qui étaient mal garés au Bois de Boulogne. C'était le premier jour de beau temps, on est confinés. Oui, je veux dire, quelle est la justification? Oui, non, mais c'est... Sur cette affaire parisienne, moi je ne peux qu'y voir un problème de robotisation, de déshumanisation aussi de la société, de la manière dont on gère les uns et les autres les habitudes du quotidien. Et c'est pareil, la mairie de Paris n'a pas la volonté de chasser les personnes en situation de handicap. Donc j'imagine que ça va être réglé. Mais c'est tout le problème lié à l'automatisation. Vous voyez, dans les caisses du supermarché, dès que vous avez un problème, il n'y a plus personne en face de vous. Quand vous êtes sur Internet, vous avez besoin d'un problème. Vous avez qu'un numéro de téléphone avec des numéros appuyés 1, 2, 3, 4. Vous n'avez jamais quelqu'un en face de vous. Et donc, du coup, ça rend les problèmes beaucoup plus compliqués, cette robotisation. Et donc, on va s'interroger. Mais il y a un moment où il y a bien un responsable du bordel, pardon de dire ça comme ça, mais il y a bien un responsable. Non, mais il y a un ministre du bordel. Je pense que il y a bien quelqu'un qui est au courant à la mairie de Paris qui se dit tiens, ça va poser un problème, ou dans quelques mairies que ce soit, c'est pas particulièrement, mais les règles du stationnement handicapé ont changé, sauf que ils n'ont pas été prévus qu'il y avait un ticket handi virtuel. Donc il y a bien allez, je vais garder mes mots, un mec ou une femme qui s'est dit tiens, on va mettre ça en place, donc il faudrait peut-être prévenir les personnes handicapées. Enfin, je veux dire, il y a bien eu le processus qui a été Alors c'est le problème, je reviens toujours à la même chose.
il n'y a pas de pouvoir de décision individuelle. C'est pas mon problème. Ça, c'est la phrase clé de n'importe qui dans une technostructure. Et il n'y a pas un type qui est responsable de ça, qui on dira ça va pas, etc. Il n'y a pas de responsable. Il y a une structure. On pourra avoir une cellule pour le stationnement des handicapés à plusieurs personnes qui se réunira. Et puis le type qui s'occupe des handicapés s'occupera pas des rues de Paris. Enfin, c'est insupportable. C'est un état profond. Je reviens dessus. C'est partout. Oui, non, mais bon, je comprends la colère des personnes. Donc, il faut un QR code. Il faut un QR code, voilà. Donc, c'est très bien. Ils n'ont pas déjà assez de problèmes comme ça. Les personnes, les parents qui ont des enfants en situation de handicap, les gens qui circulent en fauteuil, enfin bref. Ils devraient être complètement... pas de PV pour eux, point final. Ils ont un macaron et on leur fout la paix. Oui, mais non, mais maintenant, c'est virtuel. Donc, les voitures passent et les voitures passent et flashent directement. Allez, Pierre, coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Bon, moi, je suis pas de la génération de François Mitterrand. Je suis né en 83, donc le tournant de la rigueur, c'est pas le meilleur moment de François Mitterrand. Mais aujourd'hui, on commémore, je sais pas quel est le bon terme, les 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. J'ai réécouté ce matin, en arrivant ici dans vos studios, Valérie, la chanson de Barbara qui s'appelle Regarde. Et il faut écouter. Et bon, j'ai jamais connu ça, cette espèce de ferveur politique où on sent quelque chose de nouveau va arriver, quelque chose va changer. C'est ce que dit Barbara. Quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Et c'est vrai que ma génération, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu cet élan ou cette envie de changement, ce souhait de voir les choses vraiment bouger. Bon, avec toutes les déceptions qui ont suivi derrière. Mais il y a une chose, moi, que je retiens quand même de François Mitterrand et qui nous anime souvent dans les débats qu'on peut avoir ici, Valérie, c'est la voix de l'opinion, c'est la voix des Français pensent. Et François Mitterrand, quand même, au second tour de l'élection présidentielle en 81, fait ce choix d'assumer contre l'opinion française qui plébiscitait à 64%, je crois, en 81, la peine de mort. François Mitterrand décide d'aller contre. C'est quand même une élection qui s'est faite contre le peuple français sur un sujet qui était quand même majeur. Et je trouve que ça manque en politique. Et s'il y a bien une chose qu'on doit retenir et qui devrait être aujourd'hui dans l'esprit des hommes et des femmes politiques, c'est le courage politique, c'est de défendre des idées et de les défendre non pas parce que l'opinion serait d'accord avec vous, mais les défendre parce que vous y croyez. Et c'est ça que j'aime en politique, c'est les convictions, le rêve, l'envie de changer les choses, y compris en fâchant une partie de l'opinion. Très très bien pour François Mitterrand. La gauche l'aime énormément. C'est devenu un personnage comme ça. Il faut voir la réalité des choses. C'est qu'il a. On va parler du bilan. Oui, on parle pas du bilan. Alors il a fait un truc bien, oui, ok. Il y en a fait plus qu'une de choses. Demandez à vos salariés s'ils sont pas contents d'avoir la 5e semaine de congé payé. Ah non, mais ils sont contents. On peut faire beaucoup plus. D'ailleurs, la retraite à 60 ans, il a ruiné la France, etc. Donc non, mais c'est pas tout à fait le même point de vue. Peut-être un petit tour de table. 10 mai oblige. Christine. La fête de la musique. Voilà. Mitterrand pour vous, c'est. Vous avez raison. Les grands établissements culturels, c'est quand même. Non, c'est ça. Alors moi, et puis c'est surtout les radios libres. 81. Valérie, on est là aussi parce que voilà. Non, simplement, ce matin, on en parlait aussi, mais c'est un peu plus tard. C'est mes débuts de jeune journaliste en Bourgogne, et quand on allait à la Roche de Solutré suivre François Mitterrand, il y avait le déclat tranquille, François Mitterrand. Il y avait comme ça, c'est du Figaro au moins. Non, mais simplement, il fallait se rendre compte aujourd'hui, quand on suit le président de la République, il n'y a plus cette solennité, pardonnez-moi, qu'il y avait avant. Je sais pas à quoi c'est dû. Aujourd'hui, on appelle le chef de l'État quand il se déplace dans la foule, on crie Macron. À l'époque, personne n'aurait crié Mitterrand pour l'interpeller. Enfin, il y a une espèce de grande différence par rapport à ça. Et après, sur 81, oui, alors j'étais à l'école, on sentait le vent, un espèce de vent de nouveau. Alors en terre d'Occitanie. Pardonnez-moi Sophie, en termes d'Occitanie, il y a des quartiers à Paris qui étaient effectivement en berne, mais en termes d'Occitanie, on votait à 60% pour François Mitterrand. C'était effectivement la terre rouge qui exultait, ça c'est clair. Patrick Vignal. Écoutez, moi j'ai un souvenir 81, effectivement, à Montpellier, une semaine de liesse, d'espoir et d'enthousiasme. Mais comme disait Christine, effectivement, la société change. La place des élus, la place des services publics, la place des gens qui font la loi aujourd'hui est complètement galvaudée. Et c'est vrai qu'il y a un autre rapport aux gens. Et donc, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, si c'est une jeunesse différente, mais c'est vrai que le président de la République est venu à Montpellier. Et dans le public, c'était Macron, bien ici. En 81, c'était Monsieur le Président de la République. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On a posé la question ce matin dans l'émission Média, est-ce que François Mitterrand était un bon président? 87% de nos auditeurs répondent non. Voilà, à tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est ensemble jusqu'à midi avec Patrick Vignal, Christine Bouillot, Pierre Jacquemin et Sophie de Menton. Un petit mot sur le vaccin tout de même et ses informations contradictoires. On a eu notre Premier ministre hier après-midi qui nous dit allez-y, l'AstraZeneca, faut y aller, il n'y a pas de problème, etc. Il faut continuer de se faire vacciner à l'AstraZeneca. Et puis patatras, 1 heure plus tard, écoutez ce que disait notre président de la République. Nous vaccinons avec ce vaccin en France et en Europe. Il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise. Mais pour répondre en particulier aux variants, puisqu'on parle des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc cela signe un pragmatisme européen et je m'en félicite. Ouais, alors parce qu'effectivement l'Europe a décidé de ne pas recommander de vaccin AstraZeneca, mais un pragmatisme libéral. Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Vous entendez ça? Vous devez vous faire vacciner à l'AstraZeneca. Je suis désolée, vous n'avez pas envie d'y aller. Patrick Vignal, c'est complètement. Vous avez un Premier ministre qui vous dit une chose et le président qui dit autre chose. Ah mais vous savez Valérie, en 1 an, on a trouvé des vaccins, ça c'est la prouesse. Oui. Après, c'est vrai que je vois dans mon département, je peux comprendre que les Français aient une crainte à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Donc effectivement, je crois Olivier Véran l'a dit, on va recevoir des doses supplémentaires de Pfizer, de Moderna. Et donc effectivement, moi je conseille aux gens de se faire vacciner en priorité avec du Pfizer, du Moderna. Et je salue cette réflexion sur l'AstraZeneca. On sent qu'il peut y avoir des difficultés. Eh bien, écoutez, on abandonne et on cautionne le Pfizer ou le Moderna. Ouais. Tout simplement. Écoutez, je comprends très bien ce que vous dites, mais alors, d'une part, on a des stocks d'Astra, effectivement, qui vont être périmés, qui sont fichus. Deuxièmement, nous ne sommes pas suffisamment vaccinés, et il y a des catégories qui, même quand elles tombent malades, tombent très peu malades, etc. Et je pense qu'il vaut mieux être vacciné par AstraZeneca que ne pas être vacciné. Je pense à tous les jeunes. Oui, mais entre AstraZeneca, les AstraZeneca pour les jeunes n'est pas recommandé. Non, mais attendez, il y a eu combien d'accidents? Il faut regarder les statistiques. Mais peu importe. Pas recommandé, ça veut rien dire. Moi, ce serait ma fille, genre à 20 ans, et ben je lui dirais va te faire vacciner avec AstraZeneca. Eh ben non, voilà. moi non. Eh ben moi aussi. Moi non. Moi aussi. Moi non. Moi aussi. Bah non. Non, mais c'est même pas la question. La question, elle est que l'AstraZeneca serait moins efficace sur les variants. J'ai bien compris, mais il vaut mieux ça que rien. Mais je suis d'accord, mais si vous avez le choix entre un Pfizer et un AstraZeneca, vous avez le choix. Vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Non, mais je parle de l'incohérence politique. Ça, oui, comment à 2 heures d'intervalle, on peut avoir 2 expressions aussi contradictoires. Oui, c'est à chaque fois pareil. De toute façon, depuis le début de cette de l'arrivée des vaccins, le gouvernement, on ne peut pas dire qu'il ait été très pro-AstraZeneca. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre de propos qui ont été effectivement décourageants pour ceux qui allaient se faire vacciner. Puis après, le Premier ministre a repris la parole pour dire mais si, il faut y aller avec ce vaccin, avec ce vaccin. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien du tout et je me mets à la place des gens qui se sont fait vacciner par l'AstraZeneca, qui doivent se dire mais est-ce qu'on a fait qu'on a pris la bonne décision? Et c'est ça qui est quand même problématique. Mais de manière plus générale, ou très bien, on va aller prendre du Pfizer, mais encore faut-il qu'il y ait les doses suffisantes pour aller se faire vacciner au Pfizer. Je pense que les gens n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est de pouvoir, à partir de l'été, passer un été à peu près correct et donc d'être vacciné avant l'été. J'espère que du coup. Et puis il faut arrêter la névrose aussi un petit peu. Le gouvernement. C'est pas de la névrose, c'est de vous dire que vous avez le choix. Non, mais sur ce point, je vais vous dire, on pose la Valérie, question. Moi, j'ai été vaccinée à l'AstraZeneca en première dose et je demande une Pfizer. Mais c'est ce qui est recommandé. Non, c'est pas prévu. Si, Valérie. Ça, c'était recommandé. Si. Alors vous avez raison. Au début, ils avaient dit première dose AstraZeneca, deuxième dose AstraZeneca. Mais quelques semaines plus tard, le Premier ministre a dit première dose puis deuxième dose. Il est conseillé de prendre un Pfizer. Bon, c'est déjà en soi effectivement pas très clair et pas très compréhensible. Mais c'est aussi un échec. Bon, pardon, c'est effectivement l'échec de la stratégie de communication de ce gouvernement, mais c'est aussi l'échec de l'Europe qui a négocié dans l'ombre sans que vraiment les parlementaires européens soient vraiment informés des conditions de négociation. On voit bien qu'aujourd'hui, les laboratoires continuent de négocier à des taux encore plus élevés. Les coûts, justement, comme Pfizer, sans que du coup ça devient un peu le vaccin incontournable, augmentent de 28%. 28% les prix des doses des vaccins. Enfin, il y a quand même un problème de l'échec de l'Union européenne pour la peine là où l'aurait dû être, peut-être justement à l'avant-garde dans la stratégie de vaccination. Juste un mot, je ne fais pas de propagande. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner et ça fera plus de doses pour les autres. Donc c'est très bien. Mais non, Valérie, faut pas mais parce que je vois les réactions de nos auditeurs qui disent que c'est pas tous contre un ou un contre tous la période. Non, mais je ne fais pas de propagande. Je ne suis pas payée par les vaccins. Je me suis forgé ma propre
propres convictions. Pas encore. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, Valérie, c'est que je voudrais bien me déplacer en Valérie, direct. j'aimerais comprendre du coup qu'est-ce qui vous fait dire que c'est moins bien d'être vacciné à AstraZeneca Oui, et c'est quoi la rationalité de Absolument. se dire on n'y connaît rien, on est d'accord qu'on n'y connaît rien. Parce qu'il y a des études, parce qu'il y a des. Valérie. Mais le président de la République vous le dit. Alors attendez, donc je ne veux pas dire que c'est un médecin. On ne va pas mélanger les études et le président de la République. Non. Il est vrai, il semblerait Oui. qu'il serait peut-être moins efficace. On n'en est pas encore sûr, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Ensuite de ça, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a 30% aux États-Unis et on a annoncé qu'il n'y aurait pas d'immunité collective aux États-Unis. Il y a 30% de réfractaires en France. Qu'il y ait 30% de réfractaires au vaccin, c'est votre problème. Mais c'est le Simplement, problème des gens, ils empêchent l'immunité collective pour tout le monde. Ils seront contaminants, mais il faut aussi arrêter d'être complètement névrosé sur ces sujets. Il vaut mieux être vacciné par AstraZeneca, quoi qu'il en est, que par rien du tout, et surtout pour les jeunes. Et quant au danger soi-disant, parce qu'il a d'abord fallu que ce soit pour les jeunes, ensuite pour les plus âgés, au risque de thrombose, mais c'est tellement minime. Ouais. En plus, c'est pour les femmes, donc les hommes ont qu'à y aller, parce que les thromboses, c'est majoritairement les femmes. Et donc, il faut arrêter d'être complètement névrosé. Il y a une mise en place, enfin, il y a de la prévention, il y a un suivi, etc. Christine Bouillot sur ce sujet. Oui, alors sur AstraZeneca, peut-être que les propos d'Emmanuel Macron venaient aussi en écho au sommet européen où il a été, une décision européenne où on arrête le contrat avec AstraZeneca au mois de juin. Donc, si Jean Castex, je sais, c'est pas des génies de la com sur ce coup-là, je l'accorde, mais simplement peut-être que Jean Castex est là dans le service après-vente pour tenter d'écouler les stocks qu'il y a sur l'AstraZeneca, et puis derrière le message du chef de l'État qui préfigure cet arrêt des commandes qui vont être faites sur ce vaccin et d'autres qui vont le remplacer en volume. Après qu'il y ait 30% de réfractaires, que les gens veuillent choisir leur vaccin, c'est encore heureux qu'il y ait cette liberté-là. Que ne dirait-on si on n'avait qu'un seul vaccin et qu'on était tous en randonnion comme en Chine ou comme en Russie avec un seul vaccin et on devait tous être vaccinés avec un seul et unique fabricant. Là, je parlais de la cohérence politique aussi. Après le fond du débat sur le vaccin, mais sur la cohérence politique et les conséquences que ça a sur le oui, mais c'est un problème, non, sur les conséquences que ça a sur l'opinion publique. Les conséquences sont dévastatrices pour effectivement les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, ceux qui veulent vacciner et qui ont des doses d'AstraZeneca et qui ne trouvent pas de clients, en tous les cas de gens candidats parce qu'ils ont un doute, vu qu'il y a effectivement une communication qui est particulièrement cacophonique sur ce sujet-là, il est difficile d'entendre de dire à quelqu'un allez-y quand même, je vous garantis que ça va être bien fait. Quand vous êtes vacciné à l'AstraZeneca et que derrière on vous dit il vaudrait mieux changer de marque pour la deuxième dose, c'est effectivement quelque chose qui pose problème en termes de message de santé publique. Par ailleurs, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cadre des négociations, quand elles ont démarré avec les dirigeants européens, les États européens ont cédé sur un point qui me paraît fondamental, c'est qu'elles ont exonéré les laboratoires pharmaceutiques des conséquences ou des effets indésirables que pouvaient avoir les vaccins. Non, pardon, les puissances publiques... Sophie, je vais finir. Les États ont prêté énormément d'argent pour la recherche et notamment pour ces laboratoires pour qu'elles puissent aboutir à avoir un vaccin. C'est normal qu'elles endossent la responsabilité des possibilités d'effets indésirables. C'est des politiques aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États européens ont cédé assez facilement aux négociations avec les laboratoires, précisément parce qu'elles ont décidé d'endosser la responsabilité de ce que pouvaient avoir comme effet les laboratoires. Si les laboratoires avaient pris la responsabilité des effets de leur vaccin, je peux vous assurer qu'elles ne seraient pas aujourd'hui à négocier comme elles le font à la hausse le prix de leur vaccin. Juste une petite réponse. Je pense que c'est trop dangereux. Vous faites des vaccins à une allure extraordinaire. Vous testez les fameux ARN qui n'existaient pas avant, etc. Je pense qu'on peut pas, un chercheur qui arrive, qui a trouvé, le laboratoire y va à toute allure, on peut pas en plus leur dire, je vous préviens, s'il y a un accident, vous êtes responsable. Ils prennent tous les gains. D'abord, ils prennent les gains, parce qu'on voit bien quand même les gains financiers en tout cas, il pourrait y avoir une co-responsabilité dans ces cas-là, et de celui minimum, d'accord, politique et labo. Mais moi, je me vois mal attaquer. Il y a des accidents tout le temps et partout. Lisez la notice de la SPJ et du Doliprane. On va pas attaquer le laboratoire qui fait du Doliprane. Allez, il y a des cas mortels. Allez, un mot, Patrick Vignal, puis on va changer de sujet. On va parler de... Non, mais écoutez, on a besoin de vacciner un maximum de Français. C'est vrai que la
l'AstraZeneca aujourd'hui est pointé du doigt et que le Pfizer arrive en nombre sur le marché. Donc, si les Français peuvent et ils ont le droit de choisir leur vaccin, moi, je m'en réjouis. Tout simplement. Moderna qui est l'équivalent du Pfizer. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de la lutte contre les dealers, de la haine anti-police aussi, et on en reparle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Patrick Vignal, Christine Bouillot, Pierre Jacquemin et Sophie de Menton. On va parler de la nouvelle tribune de militaires appelant à la survie de notre pays. Éric Dupond-Moretti en campagne, qu'en pensez-vous? Vous savez que vous pouvez réagir 0826 300 300 et puis nouveau week-end de violence envers la police et puis l'hommage rendu à ce policier tué par un trafiquant de drogue. Un médecin me signale que aucun médicament ou aucun médicament, enfin je ne sais pas si on peut appeler le vaccin un médicament, n'a été plus testé en cette période de Covid que le vaccin. Donc c'est faux de dire que ça a été lancé sans aucune sécurité, sans aucun test. Il faut savoir que c'était des vaccins qui étaient en préparation, enfin des process qui étaient déjà depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et sur l'ARN messager en particulier. Nouvelle tribune de militaires appelant à la survie de notre pays. Donc Valeurs Actuelles a rendu public une seconde tribune de militaires, cette fois d'actifs. Selon eux, la guerre civile couve, cela près de 3 semaines après la publication d'un texte qui a fait beaucoup réagir. On en a parlé ici même. Ils disent: nos aînés ont raison sur le fond de leur texte. Dans sa totalité, nous voyons la violence dans nos villes et nos villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et son histoire devenir la norme. Le premier texte avait évidemment fait... Alors ils disent, le premier texte avait fait couler beaucoup d'encre. Le second risque d'enfoncer le clou. 76 461 personnes ont signé ce texte. Il y a près d'1,5 million de visites sur la page de la tribune. Ce sont des militaires d'actifs, mais qui sont anonymes parce qu'ils sont tenus normalement au secret, professionnel en tout cas, à se taire. Comment réagissez-vous à cette tribune? Est-ce que vous avez vu cette image samedi de François Hollande, d'Emmanuel Macron, qui était entouré de tous les chefs d'état-major à l'Arc de Triomphe, image de com bien évidemment, destinée à montrer qu'il n'y avait pas l'ombre d'une feuille de cigarette entre l'armée, les militaires et le président de la République. D'abord, par définition, l'armée, sauf vraiment cas insurrectionnel, l'armée, il n'y a pas une feuille à papier, il n'y a pas une feuille de cigarette entre le président de la République et eux. L'armée obéit. Et c'est vrai, il faut le saluer, voilà. Alors, elle a certes un devoir de réserve. Cette tribune que j'ai lue très attentivement n'est qu'un constat. Elle n'appelle absolument pas à l'insurrection, elle n'appelle à rien du tout. Elle a un constat que je partage entièrement, qui est que on reconnaît plus ce pays quand on tire sur un représentant, sur un policier, quand la dégradation se fait quotidienne, quand les salles de shoot empoisonnent des quartiers entiers, quand dans une rue du 7e arrondissement, il y a des Roms qui toutes les nuits cassent les vitres des voitures. C'est pas que dans le 7e. Pardon, c'est partout, oui, mais là ils sont près du commissariat, etc. C'est pas que les Roms, oui. Ben là, c'est des Roms. Ouais. Donc, je veux dire que oui, la dégradation est terrible. Moi, je trouve que alerter, que l'armée dise... moi, je sais qu'elle n'a pas son mot à dire en principe. Eh bien, je partage en tout cas le constat complètement. Oui. Pierre, Jacquemin? Moi, je prends la menace très au sérieux. Je suis franchement inquiet de voir qu'un média... Franchement, j'ose le terme, j'ai le sentiment qu'il manipule une partie d'un corps qui est celui du corps militaire. Alors en plus, dans une deuxième édition où les militaires sont signés sous forme anonyme, donc personne n'est en capacité de savoir si c'est vraiment des militaires qui l'ont écrite, cette tribune, ou si c'est la rédaction de Valeurs Actuelles. On pourrait tout à fait imaginer que c'est à la limite Valeurs Actuelles qui... Enfin, du coup, le fait que ce texte soit anonyme est inquiétant et surtout pas très responsable. Pas être autrement, vous avez raison, pas être responsable. Oui, mais c'est bien pour ça que ça s'appelle... On l'appelle la grande muette. Mais ce premier texte, moi, m'a vraiment inquiété et je pense qu'il faut prendre la menace très au sérieux sur
que ça fait peser sur la République et sur même l'esprit même de démocratie. Par ailleurs, bon, j'ai entendu l'argumentaire des journalistes de Valeurs Actuelles qui nous expliquaient mais non, mais vous comprenez, mais on l'a publié une date totalement hasardeuse, ça n'a aucun rapport avec la date anniversaire du putsch des généraux. Il se trouve que ça tombe le même jour. Ça n'a aucun rapport avec la date anniversaire de l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Il se trouve que c'est le même jour aussi. Bref, ça fait beaucoup de signaux. On voyait quand même des signaux qui, en plus de ça, ont à voir avec la rhétorique utilisée dans ces textes, qui est une rhétorique très familière à l'extrême droite. Et on ne peut pas ne pas imaginer que Marine Le Pen, dans cette publication, n'ait pas été informée. Le lendemain de la publication, Marine Le Pen publiait elle-même une tribune en réponse aux généraux. Les généraux eux-mêmes qui disaient dans leur texte vouloir soutenir les politiques qui iraient dans leur sens. Mais enfin, ils s'en sont désolidarisés après. Hein. Ils ont ils refusaient. Bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette menace et c'est aussi cette lecture qui consisterait à dire qu'il y a trois ennemis en France, puisqu'il les cite, ce seraient les antiracistes, comme si Assa Traoré et l'UNEF étaient devenus la menace de la République. Ce sont les islamistes et les hordes de banlieue, comme ils le disent dans le texte. Et enfin, la haine qui se répand dans la société. Pardon, mais je crois que, d'abord, leur lecture est totalement erronée, me semble-t-il. C'est pas ce qui menace aujourd'hui la République. La menace me semble être ailleurs, même si, évidemment, il y a une menace qui pèse sur la question terroriste. Je ne peux qu'y voir une opération de l'extrême droite. Je ne peux qu'y voir ça, et c'est ce qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, c'est que on en soit à commenter ça, alors même qu'aujourd'hui, ce sont des militaires qui signent de manière anonyme. Et j'ajoute que ça a un effet d'entraînement. Il y a des policiers, un syndicat de policiers, qui appellent aujourd'hui à ce que l'armée se mobilise dans 600 quartiers de France. Attendez, le communiqué. Syndicat extrêmement minoritaire. Le syndicat. Oui, mais Valérie, ce que je veux dire, c'est que ça libère une forme de parole et qui est souhaitée. C'est ça qui est souhaité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi le texte de Valeurs Actuelles, parce que les journalistes introduisent ce texte en disant signez cet appel, parce que si les militaires n'ont pas le courage de signer, allez, montrez-vous, Français, que vous êtes en phase avec ces militaires. Et je termine là-dessus parce que ce texte de la police, du syndicat de police, appelle quand même à boucler 600 quartiers de France en mettant en place des checkpoints, comme en Israël. C'est-à-dire qu'ils décident, ils veulent mettre en place une espèce d'apartheid dans nos quartiers aujourd'hui en France. Il y a déjà un apartheid. Enfin, on a eu Rafik Smati nous a raconté. On peut parler d'apartheid sur un plan symbolique. Là, il propose de mettre physiquement des frontières avec des droits d'entrée et des droits de sortir dans les territoires de France. Pardon, mais de quoi parle-t-on ? Mais ce que je voulais juste rappeler que Rafik Smati nous avait raconté ici être allé à Marseille dans des quartiers, avoir été empêché de rentrer dans le quartier avec des checkpoints de mecs qui les ont suivis, armés. Je pense que vous pouvez confirmer, Patrick Vignal. Certains nous disent de vous poser la question. Ça arrive chez vous? Oui, attendez, moi je vais être clair. La France traverse une période très difficile. Moi je ne veux pas instrumentaliser la politique. Moi j'ai envie de lancer le message à ces militaires qui ont signé. Ils ont des parlementaires, ils ont des élus locaux dans leur circonscription qui prennent rendez-vous en tant que citoyens, qui viennent nous donner leur avis, leur expertise. On sait tous que c'est... Comment ils n'ont pas le droit? S'ils viennent en tant que citoyens à ma permanence, chère Sophie, s'ils prennent rendez-vous en tant que citoyens dans ma circonscription, si ce sont des gens qui signent en leur nom, très bien venir me donner leur expertise. Patrick, et qu'ils signent en leur nom. Admettez qu'ils devraient signer en leur nom dans ce cas, qu'ils assument jusqu'au bout. Mais qu'ils assument jusqu'au bout et qu'ils quittent l'armée pour faire autre chose. On n'a pas le droit, Pierre, on n'a pas le droit de jouer avec le feu. Je veux dire, aujourd'hui, on a enterré un policier, on a une policière à Rambouillet, on a eu le drame de Mérignac. Je veux dire, à un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler les problèmes. Aujourd'hui, oui, il y a de la violence. Aujourd'hui, oui, la société est très compliquée. Oui, il y a des quartiers de zones de non-droit. Oui, nos policiers n'ont pas assez de moyens. Mais arrêtons de toujours mettre cette France dos à dos. Donc moi, je dis en tout cas, ceux qui m'écoutent aux militaires, qui viennent nous rencontrer, parce qu'on a besoin aussi de leur expertise. Parce que sinon, on est toujours dans du fake. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec vos petits bras, Patrick Vignal? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos... Eh bien, écoutez, avec mes petits bras, on a 577 petits bras en France, on a 690 000 élus, nous sommes là pour cela, et nous ferons remonter tout cela. Oui, mais vous n'avez pas besoin de faire remonter quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit nous ne laisserons pas faire, on n'en est plus là non plus si on partage le constat des militaires qu'on peut ne pas partager, qu'on peut trouver excessif. Il y a un auditeur qui nous dit demander à Patrick Vignal tous les jours à la Mosson il y a des tirs de mortier tous les soirs il se passe des choses comme ça dans ce quartier.
Oui, mais il a raison. Il a raison que, oui, il y a des quartiers aujourd'hui, à Montpellier ou dans toute la France, où ce sont des zones de non-droit. Mais la seule réponse que la police n'est pas suffisante, Valérie, c'est la police, c'est les relations nouvelles. Donc vous êtes pour l'armée, vous êtes pour que l'armée intervienne. Non, parce que l'armée aujourd'hui, elle est faite pour un temps de guerre. Et donc c'est important de le dire. Être en guerre, ça veut dire que l'armée, ils vont tirer. On ne tire pas sur des jeunes dans les territoires. Par contre, qu'il y ait une nouvelle relation entre la police et la justice. Mais ce qui me gêne dans la classe politique en ce moment, c'est que tous les candidats au présidentiel, ce sont des têtes de gondole qui disent « si moi je suis élu, je vais régler le problème ». Ça fait 30 ans qu'on est lâche, Valérie, sur les services publics. Ouais. Vous savez, les policiers à Montpellier, ils ont des voitures qui ont 200 000 kilomètres. Certains policiers achètent même leur gilet pare-balles. Ouais, mais je crois que vous êtes La République En Marche, non? Vous soutenez un président de la République qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est élu? Valérie, qu'est-ce qu'il a fait? On a augmenté le budget, mais c'est pas suffisant. Pour 1 000 euros d'impôt, c'est 4 euros. Mais Valérie, bien sûr que ça commence aussi par l'équipement. Vous voyez, Valérie, si on veut changer les choses, c'est pas en disant c'est la faute à Macron, c'est la faute à Hollande. Il faut repenser la sécurité. Et il y a l'éducation. Ouais. Vous savez que je reçois des mails de femmes qui me disent « Mettez mon gamin à 14 ans en prison parce que je m'en occupe pas, je sais pas faire. » Vous pensez qu'avec les flics et l'armée, on réglera le problème? C'est de la démago, ça. Ça sera de l'éducation, de la prévention et de la répression. Et je vais plus loin. Il faudra poser le débat sur la dépénalisation. Et je pars au Portugal lundi, 3 jours, avec Éric Coquerel. C'est pas mon camp, Coquerel, c'est LFI. Ben, je vais voir ce qui se passe au Portugal. Je suis allé voir ce qui s'est passé au Canada. Ouvrons les yeux aussi, plutôt on aurait dû le faire depuis pas mal de temps. De quoi dépénaliser? Allez, Christine Bouillot, sur cette tribune qui, encore une fois, fait réagir forcément. Oui, alors la tribune déjà, ce qui est gênant, c'est quand quand ces militaires parlent et s'adressent au chef de l'État en disant vos guerres, par exemple. Ils parlent des guerres au Mali. Bon, ce sont des guerres qui n'ont pas été déclenchées, voulues par Emmanuel Macron. C'est au nom de la France qu'elles sont menées et elles ont été décidées sous d'autres présidences. Donc ça, c'est déjà un petit peu compliqué. Je renvoie aussi à la lecture du portrait de Monsieur Fabre Bernadac, l'auteur de la première tribune, qui est dans les colonnes de Libération, qui a été reçu par Libération. Il habite dans la région toulousaine. Et on apprend dans ce portrait qu'il appartenait au service de sécurité de Marine Le Pen. Donc on sent quand même qu'il y a toute une manipulation autour de l'armée, de la sécurité par ces temps-là. Et donc le sentiment que ça donne, c'est qu'on joue quand même aux apprentis sorciers, on joue un peu avec le feu. Parce que est-ce que l'entièreté du corps militaire français aujourd'hui est d'accord avec cette tribune anonyme dans laquelle on renvoie tous les militaires aujourd'hui? Vous avez des militaires de la force Sentinelle qui circulent en ville, qui circulent dans tous les centres-villes aujourd'hui, parce que c'est encore aujourd'hui une situation où on doit avoir cette surveillance rapprochée de certains lieux, et je suis pas certaine que c'est rendre service à ces militaires qui sont là et qui ont déjà été la cible de diverses attaques aujourd'hui. Alors que la situation soit grave, certes, elle n'est pas nouvelle, pardonnez-moi, dans les quartiers. Je commence à avoir une certaine expérience aujourd'hui, pardonnez-moi, du terrain, et des sujets où on va au-devant de quartiers où ça canarde, où ça tire, où les policiers sont pris à partie, c'est pas nouveau. Là aujourd'hui, comme à chaque fois, pardonnez-moi, nos politiques, en tous les cas les états-majors politiques jouent, pour moi, c'est mon avis, avec le feu, en faisant de tous ces sujets-là un sujet de campagne électorale. Il y a des choses à faire très concrètement. Pardonnez-moi, mais il y a quand même une réalité. Laissez-la terminer, pardon. Oui, c'est quand même très compliqué parce que il y a des quartiers où vous ne vivez pas cette situation-là, et donc vous avez par ricochet, en tous les cas par porosité, une espèce de peur qui s'installe aussi, alors que ce n'est pas la réalité de ces quartiers. Donc vous clivez et vous séparez encore plus certaines zones. On a un problème avec les trafiquants de drogue, on a un problème avec les moyens qui sont donnés aux forces de sécurité, et c'est pas nouveau, comme dit Patrick Vignal, des sujets où je suis allé voir les policiers, que ce soit ici ou dans les petites agglomérations, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour être partout
tout à la fois. On leur demande de faire de la surveillance, de faire de la prévention, d'être sur tous les sujets de société. Il y a un moment donné oui, mais où donc ça tout craque. ça, oui, tout ça est assez en même temps contradictoire. Moi, ce que je voudrais dire Non, par rapport c'est pas contradictoire. non, mais c'est pas Sophie. ça. Mais par moi, rapport j'habite dans un quartier tranquille au et je peux vous texte dire de que quand je vais l'armée, dans le un quartier tranquille. Moi, mes petits enfants, on a interdit qu'ils se mettent en tenue scout pour aller dans le métro maintenant parce que ils se font les enfants qui sont en tenue de scout se font agresser. Il y a ils le disent dans les beaux quartiers entre guillemets. Ils le disent les militaires, on leur dit de pas se mettre en tenue militaire ou le moins possible parce que ils deviennent des cibles. Je pense que je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on attire l'attention d'une campagne électorale là-dessus, ça ne fait que démultiplier le mouvement. C'est pas la première, on peut pas Sophie. se taire. Sophie, c'est pas la première. Souvenez-vous de l'histoire de cette personne âgée qui avait été agressée à son domicile. C'était absolument. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais Donc on va y avoir droit. En revanche, que l'on n'entende pas, on va dire le désarroi des policiers qui ont des moyens, qui ont besoin de moyens. Hein. Alors vous l'appelez comme vous voulez, mais le besoin qu'ont aujourd'hui nos forces de sécurité pour travailler avec les moyens nécessaires à la sécurité des citoyens, c'est une évidence. Instrumentaliser tout ça, je pense, enfin c'est mon avis, je trouve qu'on joue un peu avec le feu. On va y revenir, Sophie, c'est l'heure de marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant et on va revenir justement sur les violences contre les policiers. À tout de suite. Justice. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on a un auditeur en ligne avec nous, Gilles, qui voulait donner son avis sur la nouvelle tribune des militaires. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Oui. Ben oui, moi, je suis quand même assez d'accord avec eux. Oui. Parce que c'est quand même, c'est un état de fait. C'est comme quand il pleut, on dit qu'il pleut. Et ben là, il y a de la violence. Moi, je vois, j'habite donc à Montélimar. Il y a des petites villes à côté de 5000 habitants. La gendarmerie s'est fait caillasser. Ils ont mis le feu à des véhicules à l'intérieur de la gendarmerie. Moi, j'étais professionnel dans l'automobile. Vous savez, les véhicules incendies, ils ont des arrêts d'urgence, ce qu'on appelle, Oui. à l'extérieur des véhicules. On était obligé d'enlever les arrêts d'urgence à l'extérieur parce que quand ils font prendre dans des cités, ils appuient sur l'arrêt d'urgence, ça arrête le camion, il les caillasse. Ouais. Donc mais vous avez le sentiment que ça s'est dégradé, ça c'est votre vécu oui. à vous, et que les choses ont empiré. Ah mais totalement. Moi j'ai une soixantaine d'années. Franchement, on peut pas dire le contraire. Quand dans des villes de 5000 habitants on caillasse la gendarmerie, je sais pas. Mais... Ouais. Oui. Bah, écoutez, merci de nous avoir appelés. En même temps, Pierre Jacquemin, cette tribune, elle a trouvé un écho, pas que médiatique. Ça correspond au ressenti. Oui, franchement, moi je suis d'accord avec cette tribune. Sur ce qui est dit, je suis d'accord. Mais non, j'espère pas, parce que quand même, sur la fin du premier texte des généraux, il y a quand même... Non, pas le premier, je parle du second. Le second, il est sans doute un petit peu moins politique, bien qu'il soutient quand même la démarche des généraux. Des guerres à l'étranger, pardonnez-moi, c'est quand même compliqué, Sophie. Quand il accuse, dans la deuxième texte, on accuse quand même le chef de l'État de mener tout seul des guerres à l'étranger. Enfin, oui, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'opinion, quand j'ai expliqué Mitterrand et le fait qu'il est allé à rebours de ce que pensait l'opinion, je sais pas ce que pense l'opinion, je sais pas, je suis pas allé voir frapper la porte de chacun des Français pour savoir ce qu'ils pensent et si d'ailleurs les Français ont une opinion sur la lettre des généraux et s'ils ont lu la lettre des généraux. Donc là, à l'heure actuelle, ils communiquent sur le fait qu'il y a 1 million de partages ou 1 million de vues de cette lettre sur leur site. Très bien, tant mieux, ils ont fait une très bonne opération qui me paraît être extrêmement périlleuse et dangereuse, y compris pour le journal, mais parce que derrière, encore une fois, on ne sait pas qui sont les gens qui signent cette nouvelle tribune. Mais je ne partage pas, Valérie, pardon, je le redis, mais je ne partage pas la vision de ce texte. La vision de ce texte cible des ennemis de la République. Des ennemis de la République qui seraient dans les banlieues, mais il faut qu'il soit plus précis quand même ce texte. Non, ils sont dans une espèce de stigmatisation. Il y a des ennemis de la République dans les banlieues, c'est pas vrai ? Non, mais bien sûr qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis partout. Évidemment, il y a la menace terroriste, il y a la menace de la délinquance, il y a tout ça. Mais c'est pas en disant qu'il faut prendre les armes et il faut faire une guerre civile. Et c'est nous qui allons être en première ligne si on fait une guerre civile. Bien sûr que non. Mais pardon, mais il y a un peu de ça. Et encore une fois, le fait que le texte soit publié, le fait que le texte soit publié, et pardon, ça n'est pas un hasard.
ils ont beau nous expliquer que c'était un hasard, mais après, à la date anniversaire du putsch des généraux, si il y a quand même derrière tout ça la volonté d'une reprise des armes et d'une reprise par l'armée, ce qui est en train d'être dit aujourd'hui par des syndicats de policiers, une reprise par l'armée de la question autoritaire. Un syndicat minoritaire. Oui, un syndicat totalement minoritaire. Dont on va parler pendant une semaine aussi. Donc c'est ça le problème. Mais je suis pas sûr que ce soit le sujet des Français aujourd'hui. Encore une fois, on est dans une crise sanitaire. Le sujet des Français, c'est de savoir. Le sujet, c'est la sécurité, la numéro un. Le sujet aujourd'hui. Alors attendez, on va. Non mais vous allez nous expliquer que c'est les questions de violence, que les Français sont préoccupés par la violence et effectivement il y a des meurtres de policiers qui sont absolument abominables et qu'il faut dénoncer. Mais pardon, je suis convaincu que les Français sont préoccupés par une chose, c'est de savoir s'ils vont avoir un boulot le lendemain où on va se réveiller de la crise du Covid, s'ils vont pouvoir se loger, s'ils vont pouvoir nourrir leurs enfants, s'ils vont pouvoir fromage ou dessert, c'est les deux. Oui, sauf que Valérie, on voit bien quand même 80% du temps médiatique, s'il n'est pas sur la question de la crise sanitaire, il est sur la question des violences. Et il y a une instrumentalisation, des médias, c'est vrai, mais aussi des politiques à vouloir faire de la campagne électorale qui arrive, la question sécuritaire, la question autoritaire, la question principale de cette élection. Et ça me paraît être un problème parce que ce n'est pas pour la peine ce que pensent les Français. Mais bon, si je vais dans votre sens, des casseurs à Fréjus, des pompiers encerclés à Lyon, des CRS caillassés à Vaux-en-Velin. Oui, ça c'était le week-end. C'est le week-end dernier. Il y a également Villefranche et Rieux-la-Pape également. Donc il y a ça, il y a le policier, la mort du policier à Avignon, qui est venu illustrer en fait ces violences contre. Il y a une forme de banalisation quand même de la violence vis-à-vis des policiers. Alors là où je suis tout à fait, je suis évidemment d'accord de cette banalisation et cette situation qui se dégrade, c'est clair. Mais là où c'est très compliqué, c'est effectivement le poids et le rôle des médias. Je veux dire, quand vous êtes en boucle, que ce soit au moment des Gilets jaunes, on était en boucle avec le prochain rendez-vous signalé, etc. C'est l'œuf et la poule. C'est vrai que la sécurité en permanence étalée dans les médias, c'est compliqué. Moi, je dois dire que je me pose des questions. C'est un sujet préoccupant pour les Français, faut l'admettre, et c'est une réalité. Voilà, les Français aspirent à ça. Ce qui est dangereux, c'est que chacun arrive avec ses arguments en disant il y a qu'un faucon et on va voir et vous allez voir ce que l'on va voir. Et parce qu'à chaque fois on voit la déception aussi derrière. Tous les candidats, on va dire ministres de l'Intérieur évidemment montrent les muscles. En tous les cas, essayent de dire on va réussir sur ce sujet-là. La difficulté, j'imagine. Moi, je suis pas une spécialiste de la sécurité, mais c'est que pour lutter contre on va dire les dealers, contre les trafics, contre tout ça, il faut taper à tous les étages, à tous les niveaux, sur l'éducation, sur la formation. Il faut des moyens. Il faut des moyens de renseignement. C'est un travail qui est colossal, donc ça n'est pas en un coup de baguette magique. Alors il y a des mesures cosmétiques qui sont les caméras de surveillance. On va mettre pas cosmétique, les caméras de surveillance, Christine. Non, quand j'ai cosmétique, c'est attendez parce que vous ne relativement efficace. C'est efficace, mais ça ne résout pas. C'est du a posteriori, pas a priori. Donc, si vous voulez, c'est un outil, voilà, plutôt que c'est pas cosmétique. On rajoute des outils, mais il faut des hommes, il faut des femmes, il faut les former, il faut les considérer, il faut apprendre aussi à vivre en société tous ensemble, parce que ce qui monte également, c'est cette tension qui fait que aujourd'hui, on va dire il y a une étincelle à tous les coins de rue. Donc c'est ça qui est véritablement un défi pour tous les politiques qui prennent ça comme, on va dire, une solution magique, alors qu'en réalité, tout le monde le sait, il n'y en a pas. Grégory Joron, ce matin, du syndicat Unité SGP Police, donnait un chiffre qui m'a absolument sidéré. Il me disait que 5% attendez, il faut que je le formule différemment. 50% de la délinquance était faite par 5% d'individus. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% d'individus qui, si on les arrêtait, pourraient régler une grande partie du problème. Et effectivement, on ne sait pas très bien qui sont ceux qui ont assassiné ce policier. Il y a de fortes chances pour qu'il soit connu, ultra connu des services de police. Alors oui, allez-y, Patrick Vignal. Valérie, ce que disait Christine, elle a raison. En fait, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens ne votent plus, c'est parce que les politiques sont nus des têtes de gondole. Ils disent « si je suis élu, je réglerai le problème ». Le problème, il est de fond. Regardez les jeunes, a priori, les suspects qui ont été arrêtés. Ça veut dire que pour une barrette de shit, on peut tuer un policier. Ça veut dire que quand on va au fond des choses, qu'est-ce qu'on a manqué? Ces abrutis. Écoutez, à Montpellier, il y a un gamin de 14 ans qui a mis un coup de lame à un copain à lui pour une dispute. Ça veut dire qu'on a un vrai problème de fond. Ça veut dire qu'on ne sait pas travailler ensemble. Et j'ose dire aussi une chose,
Les politiques, nous avons une responsabilité. Et j'ai une responsabilité de n'avoir pas vu construire des politiques à long terme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les collectivités. Moi, je dis qu'il faut arrêter de tout décider de Paris. Les régions peut-être pourraient prendre les transports en commun et la sécurité. Les départements pourraient prendre la médiation et la négociation. On ne sait pas travailler en France. On travaille en silo. Et c'est chacun pour soi, chaque fois dans toutes les couches. C'est ça qui ne va pas. Juste, vous avez raison, mais moi, je voudrais revenir sur la responsabilité individuelle. Nous sommes tous responsables individuellement. On laisse tomber l'éducation de nos enfants, on les laisse, mais absolument. Nous sommes responsables. Les mômes, c'est l'enfant roi. Il n'y a plus d'autorité. On ne doit pas les punir. Ils ont droit à tout. C'est les profs qui engueulent. Maman dont parlait Patrick tout à l'heure, qui lui a écrit pour dire qu'elle n'était plus en capacité d'élever son fils, qu'il le mette en prison. Vous vous rendez compte la détresse de laquelle se trouve une certaine partie de la France à ne pas pouvoir assumer financièrement l'éducation de ses enfants. Attendez, c'est pas une question financière. On est le pays le plus aidé au monde. C'est que nous avons tous besoin de reprendre la main, qui que nous soyons. C'est toujours la faute des autres. Non. Je veux dire qu'on autorise tout, on engueule les profs. Mais si, quand même. Sophie, franchement, vous savez très bien qu'il y a une France à deux vitesses. Vous savez très bien qu'il y a des ghettos de pauvres et ghettos de riches aussi. Vous le savez, Sophie. Oui, c'est vrai, mais tout le monde a une responsabilité. On est d'accord ou pas? Il y a des endroits où on a fait quoi? Mais les riches, ils sont pareils, les enfants de riches. Non mais Sophie, il y a des endroits où les politiques se servaient en vous disant au second tour, je serai face au Front National et je gagnerai ma circonscription ou mon canton. C'est tout ça qu'il faut repenser. C'est refaire une vraie place. Ce qui est certain, c'est que la délinquance touche au premier chef et de plein fouet les catégories sociales les plus défavorisées. C'est eux qui en payent le prix fort au début. Le prix fort, parce que ça c'est les études qui le prouvent, qui le montrent. Donc il y a un véritable enjeu aussi de ce côté-là. Mais c'est cette population qui vit, on va dire, avec des difficultés comme on peut les imaginer, elle aspire qu'à une chose, c'est être tranquille, c'est de rentrer chez elle tranquille, que l'on soit dans n'importe quelle zone du territoire. Donc c'est véritablement je ne sais pas qui a fait le sondage dont vous avez parlé, Valérie, mais moi il me frappe parce que vous dites que 5% c'est seulement 5% d'une emmerdeur en fait qui occasionne 50% des dégâts dans les quartiers. Et du coup c'est à se demander et s'il n'y a pas de volonté. Pardon, mais on sait très bien combien. Alors, moi, j'ai appris quelque chose il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais le trafic de drogue illégal, illicite, est compté dans le PIB, dans le produit intérieur brut français aujourd'hui. Jusqu'à 3 milliards d'euros quand même. Donc, c'est sûr que l'État n'a pas forcément intérêt parfois à démanteler. En revanche. Effectivement, Patrick Vignal évoquait tout à l'heure la question de la légalisation du cannabis. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron a tort de s'épargner de ce sujet et de ne pas en faire un vrai débat. Et je termine une chose, il y a un des problèmes aussi qui est aussi au cœur de tout ça, sur les violences faites envers les policiers, c'est la question du comprendre. Chercher à comprendre, c'est déjà vouloir expliquer Emmanuel Valls. Il avait tort, parce que je pense qu'un médecin aujourd'hui, s'il ne met pas un bon diagnostic sur une maladie, il ne soignera pas de la bonne manière. Donc il faut aussi savoir expliquer les violences, d'où elles viennent, pourquoi elles viennent. Et tant qu'on sur les services publics pour qu'on caillasse les pompiers, pour qu'on caillasse les médecins, pour qu'on caillasse le SAMU. J'ai une conviction, en revanche, si on ne règle pas la question sociale, si on ne règle pas cette question-là, aujourd'hui, demain, les violences augmenteront. Mais la question sociale, on la règle quand même par l'emploi, par le mieux vivre, par le logement, par le transport. Donc oui, je pense que tant qu'on ne réglera pas la question sociale, les violences continueront et vont augmenter. Et aujourd'hui, on est face à une fin de crise sanitaire qui risque de réalimenter la question sociale. On n'a jamais eu un État au monde qui soit aussi généreux. Valérie Espert, Valérie, vous savez combien gagne un gamin qui chauffe au bas de l'immeuble? Entre 200 et 300 euros par jour. C'est cela aussi qu'il faut combattre. Il faut donner une espérance de vie. Ces jeunes s'assoient sur une chaise, ils ont entre 200 et 300 mais euros. Vous leur donnez quoi comme boulot quand il y a eu des écoles de la deuxième chance? Quand vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vous disent qu'aller travailler pour le SMIC et avoir un contremaître, ça les intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allez, vous avez supprimé les emplois dans les quartiers en plus. C'est fini. Maintenant, c'est la place pour André Berkoff.